Lawari Warani me donnait la parole parce que il ne me l'avait pas dit avant, donc j'ai pas eu le temps de préparer une intervention. J'aurais bien aimé parce que notamment j'ai échangé avec mon confrère de Bobigny. Vous savez que nous sommes en état d'urgence en France, et en état d'urgence, les pouvoirs publics sont autorisés à faire des perquisitions sans le contrôle du juge, par exemple. Donc il y aurait eu des tas de digressions que j'aurais pu faire là-dessus, mais voilà, on ne m'avait pas demandé. Alors, je voudrais revenir sur ce qui a été dit ce matin, puisque le bâtonnier Laurani, dans son introduction, si j'ai bien compris, a tenté d'esquisser une comparaison entre le niveau de pénétration de la profession d'avocat en Algérie et en France, et j'ai cru comprendre qu'au terme de son propos, il essayait de faire passer le message que finalement le niveau de développement de la profession était plus important en Algérie qu'en France. Alors, j'ai quand même repris mes petits calculs, et je pense qu'avec 42 millions d'habitants en Algérie et 42 000 avocats et 60 millions d'habitants en France et 60 000 avocats, ça fait un avocat pour 1000 habitants dans les deux cas de figure, donc nous sommes à égalité. Je reconnais en revanche que l'Algérie, c'est beaucoup plus grand que la France, et là, je ne pourrais rien y faire. Voilà. Alors, hier soir, quand il m'a dit vous pouvez pas faire l'intention d'un pénal, alors j'ai dit non, mais je suis pas pénaliste. J'ai senti comme une déception sur son visage, et j'ai dit je ne suis que fiscaliste. Voilà. Alors, peut-être deux mots dans cette petite causerie. Un, c'est que la France, vous savez, fait partie d'une union économique qui s'appelle l'Union européenne. Et au fur et à mesure des années, il y a eu un certain nombre de principes qui gouvernent ces modes de fonctionnement. Donc il y a des libertés d'établissement, de circulation des capitaux, etc. Et lorsque les États membres ont signé ce traité, et le dernier en date s'appelle le traité de Lisbonne, il n'y a pas eu d'accord sur la fiscalité. C'est-à-dire on ne s'est pas mis d'accord sur des règles fiscales communes. Donc chacun gardait les siennes. En revanche, il y a eu un principe de non-discrimination qui a été reconnu, selon lequel les États membres, quand ils collectent l'impôt, ne peuvent pas discriminer les autres États membres. Et en fait, le contentieux fiscal en France se passe beaucoup à Luxembourg désormais, puisque les autres États membres viennent un petit peu se plaindre du fait que quand ils sont taxés, un résident allemand, anglais, est taxé plus lourdement qu'un résident français, et donc voilà ce qui alimente beaucoup le contentieux sur la discrimination. L'autre chose qui préoccupe la profession d'avocat en France à la date d'aujourd'hui, c'est l'avenir du secret professionnel. Vous savez que le secret professionnel, on a l'habitude de dire que c'est pas un privilège des avocats, c'est un privilège des justiciables, des clients, lorsqu'ils viennent se confier auprès de leur avocat, et que lorsque la profession d'avocat défend le secret professionnel, elle ne défend pas un privilège. À la date d'aujourd'hui, il y a quand même, dans les logiques de transparence, etc., une tendance quand même à réduire le champ du secret professionnel, et nous sommes assez inquiets notamment de l'utilisation de la perquisition qui se tend à se développer. J'animais récemment un séminaire sur la fraude fiscale, et j'avais fait venir donc deux magistrats, un du parquet, un du siège, sur y a-t-il une politique judiciaire à l'égard des avocats en France. Alors le thème est un petit peu difficile, et finalement les magistrats disaient non, pas vraiment, mais parfois on sait qu'on peut venir trouver chez les avocats des documents originaux qu'on ne trouve pas chez le justiciable, et finalement la perquisition nous permet de venir trouver chez l'avocat ce qu'on ne trouve pas chez lui. Mais il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'avocat comme complice, auteur, co-auteur, etc. Et ça, c'est ce qui se développe à la date d'aujourd'hui, et je prendrai un seul exemple qui préoccupe beaucoup les grands cabinets. Vous savez que le barreau de Nanterre, donc, qui est à l'ouest de Paris, la Défense, en effet, a en son sein 6 des 10 plus grands cabinets français. Et donc on est beaucoup exposé à la fiscalité internationale. Et vous savez que dans les pays à forte fiscalité, comme la France, la tendance, évidemment, est d'avoir des avoirs à l'étranger.
Et avec l'augmentation des échanges automatiques d'informations, etc., il est certain que les contribuables qui ne déclarent pas l'ensemble de leurs revenus, de leurs avoirs, sont susceptibles d'être rattrapés de plus en plus vite maintenant. Et pour vous donner un élément de complexité, si à la date d'aujourd'hui en France, vous recevez quelqu'un comme client qui vous dit par exemple j'avais des avoirs en Suisse, on va faire simple comme ça, on va dire en Suisse, et qui vous dit je veux bien régulariser mais pour partie, c'est-à-dire un peu mais pas tout, et vous pouvez satisfaire à votre obligation de conseil, c'est lui dire ben voilà, tous ces actifs devraient être déclarés, tous ces revenus devraient être déclarés, etc. Et donc vous satisfaisez à votre obligation de conseil, mais finalement votre client vous dit ok, j'ai bien compris maître, j'entends, je vous remercie, c'est très clair, mais néanmoins je vais régulariser que pour partie. Et alors la question qui nous est posée à la date d'aujourd'hui, que je veux partager avec vous comme un exemple de complexité, c'est que si vous êtes rédacteur d'actes, c'est-à-dire si vous êtes rédacteur d'une déclaration fiscale, et qu'en fait vous allez reporter des chiffres dans une déclaration dont vous savez qu'ils ne sont pas complets, vous êtes rédacteur d'un acte qui n'est pas complètement licite. Et donc, quand vous faites ça, vous êtes complice d'une fraude fiscale qui se pérennise par votre intermédiaire. Et ça nous pose la question de savoir à partir de quand il faut se déporter. Parce que il est certain que les pouvoirs publics, de plus en plus, vont essayer de rattraper à côté du justiciable l'avocat, vécu comme un vecteur de légalité objective, c'est-à-dire qu'il ne peut concourir qu'à des actes totalement licites sur la base des informations qui sont en sa possession, et s'il ne le fait pas, il pourra être poursuivi. Donc voilà un petit peu ce qui nous préoccupe sous l'angle pénal, fiscal, mais donc j'ai essayé, un peu comme ça, au dépoté, de trouver un thème qui soit un peu à la croisée de nos préoccupations. Et voilà, je dois dire que... Alors, il y a eu, donc je crois, 18 perquisitions à Paris l'an dernier. Bon, à Nanterre, moi je suis bâtonnier depuis le 1er janvier, je n'en ai pas une seule, puisque vous savez que lorsqu'il y a des perquisitions dans un cabinet d'avocats, le juge doit demander la présence obligatoire du bâtonnier ou de son représentant, ce qui nous permet d'ailleurs de vérifier que le document saisi répond exactement à l'objet de la saisine, et s'il y a une ambiguïté ou s'il y a un risque d'infraction au secret professionnel, on le fait mettre sous scellé, et puis le lendemain on va rediscuter devant le juge de liberté et de la détention de savoir si ce document est pertinent par rapport à la recherche, c'est-à-dire qu'il a la matérialité de l'infraction, ou est-ce qu'à l'inverse elle viole le secret professionnel. Voilà donc un petit peu les derniers développements en matière fiscale dont je peux parler. Alors si on me réinvite l'an prochain, j'aurai peut-être l'occasion de faire une présentation un petit peu plus complète. Et simplement pour vous dire que je suis toujours d'accord avec le bâtonnier Ouarani lorsqu'il dit que le rêve, c'est le luxe de la pensée.